bien, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je suis ravie de vous recevoir ce soir pour cette nouvelle édition de la soirée des présidents et des dirigeants d'entreprise. Cette soirée est dédiée au thème de la stratégie digitale et digitalisation. Pour cette conférence, j'ai sollicité en tant qu'intervenant deux piliers de la stratégie numérique, deux piliers de la transition numérique des PME. Monsieur Michel Zaouia, président Anjali MVP, et Monsieur Christian Bernard, président Néoptimal. Et bien sûr, notre invité d'honneur, Monsieur Christian Ledroux, qui nous livrera son expérience de la stratégie digitale mise en œuvre par Interflora. Alors tout de suite, j'ai le plaisir de passer la parole à nos experts, mais pour commencer, Monsieur Michel Zaouia. Bonsoir à tous. Tout d'abord, un grand merci à l'organisation de cette soirée, à Catherine Marassia, ainsi qu'à toute son équipe de Events Energy. Un grand merci à Christian Dohan, qui doit être, qui est là-bas, qui a beaucoup œuvré pour rendre cette soirée possible. Merci à vous tous d'être présents ce soir, que vous soyez amis, clients ou partenaires. Je suis Michel Zaouia, donc je dirige Anjali MVP, qui accompagne les dirigeants dans leur projet de transition numérique. Christian Bernard dirige Néoptimal, une agence marketing spécialisée dans la prospection digitale B2B des PME et TPE. Et Eric Ledroux dirige Interflora, une enseigne mythique qui fête ses 70 ans. Interflora, c'est 360 collaborateurs et 160 millions d'euros de chiffre d'affaires. J'ajoute qu'à nous trois, nous constituons un écosystème complet, puisque Christian est mon client, Eric est le client de Christian, et que moi-même, il m'arrive d'acheter des fleurs sur Interflora. Voilà, donc on est en circuit fermé. Notre conférence de ce soir traite de la transition numérique des PME, notamment des enjeux de stratégie digitale et de digitalisation. Je vais vous dresser un panorama rapide des enjeux de la transition numérique. Ensuite, Christian vous expliquera le cheminement d'un prospect sur Internet et vous donnera les clés pour améliorer votre efficacité commerciale sur Internet. Et nous aurons le retour d'expérience d'Eric sur la stratégie digitale mise en œuvre par Interflora, qui réalise maintenant 70% de son activité en ligne. C'est bien ça ? Et qui a digitalisé ses liens avec les grossistes et les points de vente fleuristes. Pour commencer, une photo de saison que j'ai prise hier soir dans mon salon. On y voit ma fille qui découvre son sapin de Noël, sapin que j'ai acheté sur interflora.fr, bien sûr. Ce qui est fort, c'est qu'il y a encore 10 jours, je pensais qu'Interflora ne vendait que des fleurs. Et ce n'est pas ce n'est pas une figure, c'est totalement vrai. Et ils m'ont capté sur Internet alors que j'ai tapé sapin, livraison domicile dans Google. Tout cela peut sembler facile, mais une guerre invisible, c'est le jouer pour gagner cette commande. Ce qui nous amène à notre sujet, la transition numérique. La transition numérique, c'est quoi et quels sont les enjeux? On ne va pas parler technologie, on va parler business. C'est utiliser le digital pour renforcer sa compétitivité et accroître sa rentabilité, pour sortir gagnant dans les rapports de force entre vous et votre écosystème, clients, fournisseurs, partenaires et concurrents. La transition numérique, c'est un enjeu de valeur. Nous parlons donc de votre capacité à vous positionner vis-à-vis de vos concurrents, de vendre plus, mieux, de produire à moindre coût. Le digital, c'est de la stratégie, de l'organisation et des méthodes. Ce sont ensuite aussi des outils. Et j'insiste sur cette notion de rapport de force, car le digital agit sur 2 points, le lien avec vos clients et votre façon de produire, donc les 2 artères de votre proposition de valeur. Alors qu'est-ce qui a fondamentalement changé? On parle souvent des ordinateurs, mais en fait ils sont là depuis les années 80. On a tous eu Internet dans les années 90. Les smartphones sont dans nos vies depuis plus de 10 ans. Ces technologies ont rendu le changement possible, mais elles ne sont pas le changement. Le moteur du changement, c'est ce que l'on appelle la révolution de l'usage. La société post-consommation a fini par affirmer qu'un bien ou un service n'a de valeur que parce qu'il est utile, qu'on peut en faire un usage. Les signes de cette révolution, on n'achète plus, on loue, on compare, on ne s'engage plus, on donne son avis publiquement sur le net. Comprendre ce qui motive le client dans sa décision d'achat est crucial car il est devenu versatile.
Votre enjeu numéro 1, c'est de tout faire pour vous rapprocher de vos clients. Le deuxième point, qui est la conséquence directe de la révolution de l'usage, c'est l'avènement des plateformes. Alors rapidement, qu'est-ce qu'une plateforme? C'est un espace de service en ligne, qu'il soit de vente ou de production. Il y a des plateformes B2B, B2C. Les VTC prennent leurs cours sur Uber, les commerçants vendent sur la marketplace Amazon, les avocats sont sur trouvermonavocat.com, graphistes sont sur Malte, ex-Upwork. Ce qui est intéressant, c'est le rapport des entreprises aux plateformes. Distingue 4 types. Les détentrices de plateformes elles-mêmes, les utilisatrices agiles des plateformes pour trouver des clients et pour produire, les utilisatrices non agiles et les réfractaires. C'est simple, celles qui sont à gauche vont vivre et prospérer, celles qui sont à droite ont déjà des problèmes. La position la plus enviable, c'est d'avoir une plateforme pour adresser votre écosystème et délivrer vos offres de services. C'est la plus enviable car c'est celle qui permet, quand tout va bien, de générer une rentabilité exponentielle. Mais la plupart du temps, une plateforme ne vous appartient pas. Certaines plateformes facturent pour vous, elles peuvent fixer vos tarifs de prestation ou vous les suggérez fortement. Certaines maîtrisent votre réputation, certaines vous fournissent un cadre de travail clé en main qui vous permet de produire rapidement, mais qui ne fonctionne qu'avec ces outils. Si vous voulez changer de fournisseur, vous ou vos équipes ne saurez peut-être plus délivrer le service. Peut-être même que vous ne pourrez pas récupérer vos données. Cela doit vous interpeller. Néanmoins, les plateformes sont un formidable levier pour produire mieux et vendre plus. Dès lors, votre deuxième enjeu va être de réussir à tirer parti des plateformes en restant maître de votre outil de travail, qu'il soit de production ou de vente. Vos deux opportunités, la première, c'est d'utiliser les plateformes avec agilité, c'est-à-dire sélectionner les bonnes plateformes et les utiliser pour les bonnes fonctionnalités. C'est d'avoir une démarche, Christian m'a appris ce mot, best of breed. Bien ça. Car les plateformes sont elles-mêmes en concurrence les unes avec les autres. Exemple concret d'agilité. Un VTC qui a 4 plateformes sur son téléphone mobile et qui à un instant T choisit la plateforme qui le rémunère le mieux, c'est de l'agilité. Évidemment, lorsqu'on passe à une entreprise de 50 ou 500 salariés, l'agilité est moins évidente à obtenir et elle doit être construite par de l'organisation, des méthodes et des outils. Le deuxième point, c'est que dans quelques cas, vous devriez vous-même lancer votre plateforme. On pense trop souvent que les plateformes sont l'apanage des Google, Amazon et des startups. Mais n'est-il pas dommage que les VTC mettent 50 000 ou 70 000 euros dans leur berline toute option et qu'ils ne réussissent pas à se réunir en coopérative pour mettre 20 000 euros chacun dans leur propre plateforme qui serait un véritable actif? Ils préfèrent donner 20% de leurs revenus à des sociétés qui fixent leurs prix, maîtrisent leurs fichiers clients et leur réputation. Et cela ne concerne pas que les VTC, mais aussi les avocats, les agents immobiliers, les experts comptables, les hôteliers, les plombiers, etc. Cela nous amène aux actions nécessaires pour saisir ces opportunités, et cela passe par une transition numérique adaptée de votre entreprise. On dira que transition vient du latin transitio, donc le passage. Un passage qui se fait en plusieurs étapes. D'abord, il faut comprendre, lever les freins culturels, ici. Ensuite, on établit une feuille de route, on formalise, on valide les projets, on obtient les moyens financiers et humains, on modernise son matériel, ses logiciels, on forme son personnel. On met en œuvre des projets à visée héroïste, de stratégie digitale pour gagner des clients, pour augmenter son chiffre d'affaires. Des projets de digitalisation pour dématérialiser, pour numériser les process, gagner en efficacité opérationnelle et réduire les coûts. Dans 5% des cas, une entreprise va aller plus loin, elle va innover. C'est-à-dire créer une proposition de valeur dotée d'un avantage déterminant sur ses concurrents et qui va rencontrer son marché à un horizon inférieur à 2 ans. Elle va ouvrir son système d'information sous forme d'API, de data, et elle va s'organiser sous forme de plateforme. Nous avons vu le plan d'action dans le temps, voyant le périmètre dans l'espace. En interne, il s'agit d'un projet piloté par la direction générale. Il ne peut en être autrement. Avec votre DAF, votre directeur commercial, votre directeur de production et d'autres acteurs en fonction de la situation. En associant l'ensemble de l'entreprise, en associant vos clients et vos partenaires, et pourquoi pas, cela peut paraître un peu iconoclaste, mais certains de vos concurrents. Pour terminer ce panorama et introduire les interventions de Christian et Eric, la clé du succès, mener des projets à visée héroïste qui, s'ils sont bien pilotés, peuvent financer votre transition numérique. Stratégie digitale, donc
plus de chiffre d'affaires, plus de clients, digitalisation pour améliorer l'efficacité opérationnelle et économiser sur les coûts. Je vous remercie, je passe la parole à Christian. Merci. Bonsoir, il y a une chose que je ne ferai pas, c'est de vous expliquer la prospection digitale, mon métier, celui de mon entreprise, parce que chaque fois que j'ai essayé, ça se termine invariablement par ok, mais tu fais quoi vraiment dans la vraie vie? Donc, comme j'ai juste 10 minutes, ça va passer super vite, je me suis dit qu'on allait échanger autour d'une seule idée, très simple, qui est celle-ci. Voilà, en espérant qu'un grand nombre d'entre vous se la pose aussi. Est-ce qu'il y a un moyen, en exploitant mieux, en exploitant plus Internet, d'accélérer en fait le développement commercial de votre entreprise? Alors pour le faire, je ne vais pas passer par la théorie. Je me suis dit que ce serait plus sympa et probablement plus pratique de matérialiser en fait ce qu'on peut faire sur Internet pour intéresser des prospects et générer du business additionnel à travers un cas pratique, la vie d'une entreprise réelle et comment est-ce qu'on peut influencer finalement le développement d'un projet et le process de décision. Donc en quelques images, je vais vous raconter l'histoire d'une entreprise et on va se mettre en situation. Et juste après, je vous proposerai en fait 3 questions qui, si vous le souhaitez, peuvent vous aider à vous auto-évaluer par rapport à là où vous en êtes et par rapport au possible sur Internet. Alors la situation qui arrive est la suivante. Considérons, on va faire un petit jeu en quelque sorte, que nous sommes l'entreprise LDP et que nous vendons en fait des prestations d'externalisation de la logistique de production. Donc nos clients, nos prospects sont des usines et nos concurrents sont aussi bien d'autres prestataires qui vendent aussi des services d'externalisation de logistique de production, mais c'est également des alternatives comme faire appel au travail intérimaire, faire appel à des consultants qui vont revoir les process de fonctionnement, former nos collaborateurs, etc. L'entreprise que je vais illustrer ici à travers cet exemple s'appelle Metalix. C'est une entreprise industrielle. Au début de l'histoire, elle ne sait pas qu'elle peut avoir besoin de vos services. À la fin de l'histoire, elle vous aura clairement identifié et probablement shortlisté dans l'appel d'offres qu'elle va lancer. Alors l'histoire en fait démarre de manière très très simple. Le 2 février à 8h17, et ici vous avez une image de Paul qui est directeur en fait de l'usine de Meaux. Et ce que Paul fait, il est très matinal, on est dans l'industrie, il est probablement 7h30, 8h du matin, et il fait sa veille. Il est sur son portable et il commence à lire, donc il est abonné à des blogs, à des newsletters sur Internet, il a son fil LinkedIn, et là, il est tombé en fait sur une infographie qui présente en fait les dernières tendances en matière de logistique de production. Il n'a pas du tout en tête des enjeux de logistique de production. En revanche, ce qu'il sait, c'est qu'il a un conseil d'administration qui arrive et que la performance industrielle et économique de son usine n'est pas au rendez-vous. Donc du coup, ça l'interpelle un peu et il se dit peut-être que améliorer l'efficacité de la logistique de production peut me permettre d'augmenter la performance économique de mon usine. Donc ça l'intrigue, il regarde les statistiques et finalement, il va en parler à son responsable de la logistique, Julien, en lui disant « Écoute Julien, regarde cette infographie, essaye d'investiguer, regarde ce qui se pratique en matière de logistique de production aujourd'hui, quelles sont les dernières tendances, les meilleurs usages en fait, et reviens vers moi pour me dire si tu penses qu'on peut faire quelque chose et est-ce que ça peut avoir un impact sur la réussite économique de l'usine. » Donc Paul, évidemment, commence à réfléchir, il regroupe quelques collaborateurs pour réfléchir, et il se trouve qu'il se dit « je ne sais pas très bien quelles sont les meilleures pratiques », ni il n'a pas d'étude de cas sous la main, donc il se met évidemment, comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui sur Google, commence à taper des mots-clés, meilleures pratiques, logistique, production, et là, dans la première page de Google, sur le premier tiers, il tombe en fait sur un article de la société LDP qui parle de ces questions-là et qui lui propose en fait d'aller sur son site web pour faire un test. La société LDP a développé une espèce d'auto-évaluation basée sur les meilleurs standards, les meilleures pratiques, et propose en fait gratuitement sur son site web de rentrer ses données pour avoir un petit résultat et savoir en fait quels sont les sujets ou les pratiques qui sont améliorables. Évidemment, pour le faire, Julien a rempli un petit formulaire pour s'inscrire. Du coup, LDP a capté quelques informations sur son identité et à partir de ce moment-là, connaissant un petit peu non seulement son intérêt pour les meilleures pratiques, mais aussi les écarts
les sujets sur lesquels éventuellement l'usine peut s'améliorer, elle va pouvoir l'inviter à un séminaire spécialisé sur le sujet avec un client qui va témoigner sur les meilleures pratiques et les usages, et notamment un client évidemment de LDP. Donc l'histoire chemine, et comme dans les alternatives qui sont envisagées par le patron de l'usine, il y a aussi le fait de reformer ou développer les compétences de ses équipes, faire appel au travail intérimaire, évidemment le dossier arrive sur le bureau de la DRH qui s'en saisit. Et en fait, elle fait partie d'un forum sur LinkedIn de DRH dans le monde industriel. Donc elle va taper 2-3 mots et puis elle va solliciter ses pairs en leur disant « Avez-vous été confronté à ce problème ? Comment avez-vous fait ?» etc. Là-dedans, à ce moment-là, elle voit passer un petit article qui présente une étude de cas justement d'un client de la société LDP qui a mis en œuvre des techniques d'externalisation de la logistique de production, commence à s'y intéresser, arrive à nouveau sur le site web, est identifié dans le formulaire, et à partir de ce moment-là, LDP lui envoie une étude en fait qu'ils ont réalisée qui compare en fait les avantages et les inconvénients de l'externalisation par rapport au travail intérimaire, par rapport à l'emploi fixe, etc. Et à partir de là, évidemment, le projet, vous voyez, on est à J+91. Il s'est passé 3 mois depuis l'idée initiale du patron de l'usine. Et là, ils se réunissent en se disant, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il y a un enjeu sur la logistique de production ? Qu'est-ce qu'on peut améliorer ? Quel est l'impact sur la performance ? Et comment est-ce qu'on s'y prend ? Donc, ils discutent en réalité des alternatives ou des stratégies possibles pour améliorer la logistique de production. Ils se réunissent, évidemment, la grande question, c'est quelle stratégie ? Est-ce qu'on va aller vers l'externalisation notamment, qui peut éventuellement les amener vers LDP ? Alors, à partir de ce moment-là, donc, admettons que dans cet exemple, ils ont choisi finalement d'externaliser, et ils ont été très largement influencés par l'ensemble des documents qui leur sont parvenus d'une manière ou d'une autre, soit ils les ont trouvés dans des forums sur les réseaux sociaux, soit dans des recherches sur Google, soit ils lui ont été envoyés par email à partir du moment où ils se sont identifiés dans des formulaires par l'entreprise LDP. Et là, notamment les études de cas, les références, les témoignages qui permettent en fait de caractériser le besoin et de se décider pour aller en fait vers cette direction. Donc l'étape ultime, on est maintenant dans la phase ultime d'un projet comme celui-ci, où ça atterrit sur le bureau de l'acheteur, qui lui doit charger en fait de faire sa shortlist de prestataires. Inutile de vous dire que la marque LDP est un peu top of mind dans ce groupe de personnes, puisqu'ils ont communiqué de manière tout à fait pertinente et très consultative, et donc ils ont toutes les chances en fait d'être consultés dans la shortlist. Évidemment, les informations sont suivies dans le logiciel d'automatisation du marketing de la société LDP, et donc les informations sont communiquées au commercial qui peut intervenir à bon escient, au bon moment, avec connaissance en fait des enjeux des centres d'intérêt. Voilà un petit exemple en fait très très concret de la manière dont finalement, dans ce cas-là, sans même avoir parlé à un prospect ou sans même l'avoir rencontré, on peut finalement, quand on a les techniques, les méthodes, les process et les technologies, influencer finalement la création d'une opportunité commerciale en donnant une idée au bon moment à la bonne personne, et puis ensuite on va suivre et nourrir finalement la réflexion au sein de l'entreprise et le process d'achat. Donc quels sont les ingrédients dans les coulisses pour LDP d'une telle méthode ? Évidemment, il faut savoir quel type de conversations vont susciter de l'intérêt sur le marché et comment les orchestrer en utilisant tantôt les réseaux sociaux, tantôt le référencement naturel sur Google, tantôt la publicité, tantôt l'emailing, tantôt la publication dans la presse professionnelle, etc. Donc comment susciter l'intérêt sur le marché, comment nourrir finalement à travers des contenus de communication que sont des guides comparatifs, des études économiques, des études de cas, des checklists de bonnes pratiques, comment est-ce qu'on va pouvoir nourrir et influencer positivement, concrètement, la réflexion d'achat au sein de l'entreprise. Ensuite, évidemment, il faut un peu de techno. Il faut avoir un site web qui soit vraiment optimisé pour la conversion commerciale, qui ne soit pas seulement une vitrine de ses produits et de son entreprise. Il faut avoir un logiciel qui permet en fait de communiquer de manière fréquente et régulière dans l'ensemble de ces canaux digitaux et qui permet de gérer en fait le flux de prospects qui est généré dans un entonnoir pour l'entreprise et connecter en fait la force de vente. Il faut ensuite parler souvent et donc communiquer très fréquemment à travers des campagnes multicanales sur le marché, et derrière, évidemment, probablement former aussi les commerciaux à ne pas parler tant de leurs produits, mais plutôt se mettre dans une démarche
consultative de vente et être capable de tirer parti en fait de l'ensemble des informations collectées dans le système sur tous les acteurs de la décision, leurs centres d'intérêt, etc. Donc voilà les ingrédients de la recette. Ensuite, il faut un bon cuisinier pour le mettre en œuvre et générer des résultats. Alors, les 3 petites questions pour vous maintenant, pour ceux d'entre vous qui se sentaient concernés par la question du départ. La première, c'est celle-ci, donc vous pouvez vous noter si vous le souhaitez. Je vous laisse lire. La première, c'est: vos prospects vous trouvent-ils facilement sur Internet? Et vous avez, on peut dire, 3 bonnes pratiques qui peuvent vous servir un petit peu d'étalon. Donc voilà, vous pouvez vous noter, je sais pas, 1, 2, 3 ou 1, 3, 5, comme vous voulez, savoir où vous en êtes. La deuxième grande question, c'est: si vous communiquez sur Internet, quel est l'impact véritable de vos communications digitales? Je vous laisse lire les pratiques. Et la troisième concerne votre site web. Est-il commercialement efficace? Est-il optimisé pour la conversion commerciale? Voilà, donc une petite auto-évaluation. Y a-t-il de très bons élèves dans la salle? 1, 2. Y a-t-il de très mauvais élèves qui seraient très loin de ces pratiques? Donc je me dis que la majorité, vous êtes en route. Est-ce que toutes ces pratiques sont identifiées clairement? Feuille de route et compagnie. Parfait. Oui. Donc bonsoir à tous. En m'asseyant là tout à l'heure, j'avais, je crois, des voisins qui se disaient: mais en gros, qu'est-ce qu'il est venu faire celui-là? Parce que Interflora, c'est pas forcément associé automatiquement, et la question est légitime, c'est pas forcément automatiquement associé à une start-up digitale. Je suis pas venu en tongs à 25 ans, etc. Par contre, ce qui me rend peut-être, j'espère, légitime ce soir à vous parler, c'est que nous avons fait un très très grand parcours très vite, puisque nous sommes une marque, comme le disait Michel en introduction, qui à 70 ans, mais fait 70% de son business sur Internet, et en fait qui a su profiter du modèle digital ou de l'évolution digitale au profit de ses clients, de ses fleuristes et de ses actionnaires. Donc c'est ça que je vais essayer de partager un petit peu aujourd'hui. Statistiquement, peut-être une demi-personne ici ne connaît pas Interflora. On a une notoriété assistée de 97%, donc on est une marque absolue, c'est-à-dire qu'on est aussi une marque comme Kleenex, Sopalin, Frigidaire, où on dit je vais faire un Interflora même si je vais faire autre chose, ou par une autre marque. Mais quand on y pense, et je reprends un point de Michel tout à l'heure, on est en fait un vrai, et je le dis avec humilité, mais on est un vrai Uber de la fleur, puisqu'on met en relation un client qui a un besoin de service avec un prestataire à destination, qui n'est pas identifié, qui n'est pas choisi par le client. Votre sapin, il a été livré par quelqu'un que nous avons choisi, donc on vous a mis en relation avec quelqu'un qui savait livrer le service. Et donc c'est exactement ce que fait Uber, et dans notre modèle, on prend une commission au passage, exactement comme Uber, donc j'espère simplement que mes fleuristes ne vont pas s'inspirer de vos recommandations, de se grouper et construire leur propre plateforme, mais c'est aussi pour ça qu'on travaille avec la marque, pour que la marque soit une expérience client d'une part, et puis une garantie de qualité de service d'autre part. Pour présenter rapidement notre groupe, on est, en fait, Interflora n'est pas une marque mondiale, elle est une association ou un groupement de différentes entités. Et nous opérons la marque Interflora en France, en Espagne, au Portugal depuis cette année, au Luxembourg à partir de l'année prochaine. On a également deux marques qui sont des pure players, une marque qui s'appelle Bibloom, qui est un concurrent d'une marque qu'on pourrait appeler Aquarelle, c'est-à-dire qu'on fait exclusivement de l'envoi de fleurs par Chronopost. Nous avons fait l'acquisition d'une boîte, d'une société de cadeaux, cadeaux.com en 2015, dans une logique de croissance horizontale, c'est-à-dire sur le marché du cadeau, en disant la fleur c'est un cadeau,
parmi d'autres, mais dans les occasions de cadeaux, il y en a tellement dans la vie que c'est intelligent pour nous de se diversifier de façon horizontale, que nous sommes en train de transformer en marketplace. Je reviens sur votre commentaire tout à l'heure, grâce à la technologie de Miracle. Et puis nous avons, et c'est notre seule activité physique, un grossiste pour fleuristes, et on vend, j'appelle ça un grossiste sec, c'est-à-dire qu'on vend tout sauf la fleur. Donc on vend de l'emballage, de la mousse, des contenants, des vases, etc. Je vous ai mis à côté les taux de vente en ligne, qui sont, bon, sur les métiers d'envoi de fleurs extrêmement élevés, essentiellement parce qu'on a su le gérer et parce que surtout le produit il est naturellement dématérialisé. Nous on envoie des commandes, on n'envoie pas des fleurs, donc le produit il est naturellement dématérialisé. Il est assez variable en fonction des pays. Bon, ça c'est une réalité des marchés en général, et ça dépend de deux choses, soit du taux d'internet et de la pénétration des cartes de crédit en fonction des pays. Et puis ça dépend de la façon dont vous avez attaqué ce pays, entre guillemets, puisque le Portugal, on est arrivé cette année, mais exclusivement sur un mode online. Donc évidemment, le taux est plus élevé. Voilà, donc on est sur ces territoires, on a 7000 fleuristes et 360 collaborateurs. Et puis on a deux types de clients. On a des fleuristes, puisqu'on leur doit un service, ils sont adhérents à notre marque. Donc on les appelle B2F, pour dire Business to Fleurist. Une autre façon de dire B2B, et puis des consommateurs qui sont donc Michel et le 1,7 million d'autres consommateurs. Et donc quand je disais que le service il est dématérialisé, il était très adapté à la digitalisation et la désintermédiation, c'est que par nature on a construit très tôt des systèmes pour faire passer les commandes d'un pays à un autre ou d'une ville à une autre. Donc on avait initialement un système propriétaire de transfert de commandes, puisque le modèle initial c'était d'aller chez son fleuriste, de passer commande et que la commande soit expédiée. Après est arrivé le Minitel, puis le desktop, puis le mobile. Donc je mets dans cet ordre-là. Et demain, la recherche par voix, le voice search, qui arrive, puisque il n'est pas impossible que le plus gros cadeau de Noël qui va être offert cette année soit le Google Home. En tout cas dans certains milieux un peu tech. Un mot sur le mobile, et j'en reparlerai peut-être en fin. Vous savez sans doute que depuis la fin de l'an dernier, le nombre de requêtes sur mobile a dépassé le nombre de requêtes sur desktop. Donc quand on parle de mobile first, c'est pas un truc qui arrive, c'est un truc qui est déjà là. Alors, ça c'est un peu le contexte. J'ai essayé de recréer un peu l'histoire telle que l'entreprise l'a vécue. Je pense qu'il y a trois grandes phases. La première, c'est de voir la digitalisation comme la vente en ligne. La digitalisation, enfin la vente en ligne n'est qu'une petite partie de la digitalisation. Je vais essayer de vous montrer pourquoi. Pour ce qui est d'Interflora, on a fait sans doute les trucs qu'il fallait faire par rapport à un business de volume. Un, c'était de choisir des technologies en best of breed ou best in class, c'est-à-dire vraiment des plateformes très robustes. Quand on a un gros business, c'est notre cas puisque à la fête des mères, on livre 250 000 bouquets le dimanche. On a besoin d'outils qui sont capables de prendre la charge. Parce que pendant cette période, on va recevoir des commandes, il va falloir les affecter à des fleuristes par algorithme. Donc on a besoin de capacités techniques importantes. On s'est appuyé sur des leaders qui nous vont bien par rapport à notre taille, qui sont Ibris, qui fait partie du groupe SAP, Magento, qui est plutôt de l'open source, et Adobe. Deuxièmement, on a développé une équipe d'experts. Notre siège est à Lyon. Et donc je les appelle des experts digital natives. J'étais convaincu d'une expérience un peu avant qu'on ne prend pas des managers du mortar de la boutique physique et on les fait développer de l'internet. Pourquoi ? Parce que un, ils n'ont pas grandi dedans, et deux, ils le font quand ils ont le temps. Donc ils ont un manque d'expertise. Et ça n'est pas une priorité. Or, l'Internet, ou la digitalisation en général, doit être une priorité de l'entreprise. Donc, et bien sûr, progressivement, année après année, on s'est équipé d'une équipe, une dizaine de personnes à Lyon, qui sont vraiment des digital natives, qui sont des experts dans leur métier, l'acquisition, la transformation, comment je fais que Michel arrive sur mon site parce qu'il cherche un sapin, en référencement naturel, en référencement payant, comment je fais que quand il arrive sur le site,
il ait envie d'acheter, qu'il fasse la transaction. La méthode de paiement est extrêmement importante dans l'e-commerce retail. Donc comment je fais pour que vous ayez envie ou vous mettiez votre carte de crédit? Comment je fais pour qu'elle soit acceptée? Est-ce que j'utilise le 3D Secure ou pas le 3D Secure? Quel est le niveau de fraude auquel je vais m'exposer? Je dis là, le paiement est un enabler clé du e-commerce. Il y a relativement peu de fraude dans la fleur. Il n'y a pas des gens qui vont piquer des cartes de crédit pour envoyer des fleurs à leurs copines. Et ça, c'était vrai jusqu'à ce qu'on se mette à vendre du champagne. À partir du moment où on a commencé à vendre du champagne, on a eu de la fraude. Donc si vous voulez nous frauder sur une commande, essayez de ne pas commander 6 bouteilles de champagne en même temps, c'est un petit peu visible. Mais on arrive encore à se faire piéger sur certaines commandes. Hein, mais ça c'est bon, pour dire que ce sont des techniques qui sont spécifiques et puis on apprend en marchant. Parce que tout ce que je vous écris là, c'est une histoire de 7 ou 8 ans, hein, c'est pas l'année dernière. Et dernier élément sur je dis digital native, internalisation des fonctions clés. Et je pense qu'il y a une espèce de process assez naturel qui fait que quand on commence dans le digital, on n'y connaît pas grand-chose. On fait appel à des agences, on fait appel à des experts qui sont externes. Et au moment où l'organisation dans son ensemble monte en compétences, on a la capacité, pour peu que les volumes le justifient, d'internaliser des fonctions clés. La première fonction clé que j'ai internalisée chez Interflora, c'est l'achat de mots-clés sur Google AdWords, c'est-à-dire ce qu'on appelle le SEM, le Search Engine Marketing. Parce qu'en fait, c'est assez banal. Je me suis aperçu qu'on avait des objectifs contraires à l'agence, ou l'agence avait des objectifs contraires à nous. Plus elle dépensait, plus elle était rémunérée. Et moi, plus j'étais dépensé, plus je dépensais. Voilà. Et donc ça, on l'a internalisé et on a eu des succès, succès très forts sur ce sujet-là. Donc ça, c'est vraiment cette espèce de process long terme de développement des ventes en ligne. Et encore une fois, je le redis avec toute l'humilité qu'on doit avoir, on ne passe pas de 0 à 70% en un an. Chez nous, ça a été un process d'une quinzaine d'années. La deuxième étape, c'était la digitalisation du point de vente et des services. Donc le digital vous permet d'apporter des services complémentaires. Donc le click and collect, c'est typiquement dans le monde retail un must-have. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a lancé il y a une année. Cette année, on a lancé une application pour nos fleuristes. Donc ils peuvent, à partir d'un smartphone, dire « Oui, j'ai livré le bouquet à telle heure ». On peut géolocaliser le moment et l'endroit auquel ils ont livré. Ils peuvent prendre une photo du bouquet qu'ils livrent de façon à ce qu'on ait une trace et potentiellement qu'on puisse l'envoyer au donneur d'ordre. Et puis l'année prochaine, dès le tout début de l'année, on va lancer des tablettes self-service en point de vente. Donc là, on est sur des services qu'on apporte nous à nos fleuristes, qui leur permettent soit de travailler mieux eux-mêmes, soit d'apporter une facilité d'usage à leurs clients, entre autres, je pense à la tablette. Et puis la troisième partie, c'est l'interaction qu'on a nous avec nos fleuristes. Donc on est en train de migrer de l'écran noir de la S400 en version 20 ans vers un ERP évidemment basé intranet, qui soit accessible 24/7, etc. On est en train d'utiliser, ça va vous paraître extrêmement banal, donc ennuyeux, mais la géolocalisation des commandes, c'est-à-dire que jusqu'à il y a pas très longtemps, on choisissait le fleuriste en fonction de communes. Donc on a, je sais plus, 32 000 communes en France, et donc voilà. Au lieu de dire, celui-là, il est à 500 mètres du client, mais il n'est pas dans la même commune, mais je vais l'affecter. Voilà, donc la géolocalisation, c'est extrêmement simple. Google fournit des API dans lesquelles vous posez la question à Google, il vous répond instantanément sur la distance à vol d'oiseau, la distance en temps de parcours, la distance en temps de trajet. Ce sont des choses qui sont payantes, mais c'est extrêmement faible en termes de coûts, et qui sont évidemment extrêmement puissantes pour gérer un business dans lequel la livraison est importante. Et puis troisième élément qui a beaucoup changé la vie, l'interaction qu'on a avec nos fleuristes, c'est qu'on leur pousse de l'information en temps réel. Et par exemple, on leur pousse les avis clients. Depuis 3 ans, on questionne systématiquement nos clients sur la satisfaction qu'ils ont avec nos produits. Donc vous devrez recevoir un petit questionnaire. Et ce que vous allez écrire, ça va être poussé automatiquement aux fleuristes en temps réel, pour qu'ils puissent tout de suite voir ce qui se passe dans sa boutique. Je voulais parler un petit peu des effets, ce que j'appelais les effets collatéraux de la digitalisation, c'est-à-dire les trucs qu'on a appris en marchant, qui ont changé notre vie.
Et là aussi, je le mets dans une perspective d'une dizaine d'années. Premièrement, sur le service client, et là, je pense qu'il faut qu'on arrive tous à se projeter en tant que client nous-mêmes d'Amazon, de ce que vous êtes, vente privée, voyage SNCF, etc. L'Internet donne une notion d'urgence et d'illimité de stock. C'est-à-dire que l'internaute ne se pose pas la question de savoir que le produit soit pas... Il n'imagine pas que le produit n'est pas disponible. Il n'imagine pas que le produit ne puisse pas arriver en 24 heures ou 3 heures, etc. Donc il y a une idée, il y a une très très forte idée d'urgence et de stock illimité. Deuxième élément, attente importante, c'est la traçabilité de la livraison. C'est-à-dire que je veux savoir où est mon produit, quand, à quelle heure il arrive. Ce qui pour une enseigne historique qui est très dépendante d'un réseau très large de fleuristes, pour nous est encore un très gros enjeu, parce qu'un commerçant artisan indépendant, il n'est pas tout à fait forcément dans cette mentalité-là. Troisième point pour nous qui est important, c'est la conformité du produit. Pour vous, vous ne posez même pas la question, si vous voyez, alors peut-être moins évident pour un sapin, mais un bouquet particulier, c'est celui que vous commandez, c'est celui que vous voulez envoyer à votre destinataire. Le vieil Interflora, c'était, d'ailleurs je crois il y a une vingtaine d'années, vous commandiez chez votre fleuriste sur un cahier d'esquisse. Parce que le fleuriste vous expliquait que le fleuriste à l'autre bout de la France, il allait en fonction des fleurs du marché, en fonction de son savoir-faire, faire un bouquet qui serait vachement bien, mais qui serait aussi teinté de sa créativité et de son savoir-faire. Aujourd'hui, ça c'est plus acceptable pour nos clients. Le client, il voit une Nike rose, il veut une Nike rose, il veut pas une Nike jaune. Donc conformité, donc on a dû changer nos contrats avec les fleuristes, changer les outils, les annexes techniques, etc. Gros travail de... Vous voyez, quand on est obligé de changer le contrat avec ses prestataires, c'est quand même un gros travail. Et puis troisième élément, évidemment, l'interaction sur les réseaux sociaux, puisqu'aujourd'hui, je ne sais pas vous, mais vous voyez dans le métro, tout le monde interagit rapidement sur les réseaux sociaux, je reçois un bouquet, je prends la photo, je mets, ouais, super bouquet. Et avec derrière l'urgence en termes d'attente de traitement. Pour être précis sur ce point-là, je pense qu'aujourd'hui, un client, il attend une réponse à un email en une journée, il attend une réponse à une sollicitation sur les réseaux sociaux en 1 heure. Ça, c'est minimum. Donc, ça change l'organisation, ça change la culture, ça change beaucoup de choses. Ça, c'est sur le service client. Sur l'organisation de la production, gros changement. Il y a 20 ans, les commandes, elles commençaient à 9h le matin à l'ouverture de la boutique et elles finissaient à 18h le soir à la fermeture de la boutique. Il ne se passait rien la nuit. Aujourd'hui, le client commande 24h sur 24. Donc, je suis fleuriste, comment je m'organise? Donc, il a fallu que nous donnions accès aux fleuristes. Les fleuristes, ils achètent les fleurs dans les marchés internationaux ou chez les grossistes le matin. On leur a donné accès aux commandes pour qu'ils puissent les consulter à 5h du matin avant d'aller faire les courses. Donc ça, c'était un changement important. Et puis, problématique de la livraison du dernier kilomètre. La livraison, c'est l'enfer. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans des métiers où vous êtes concernés par ça. On a en France des acteurs de livraison qui sont de qualité très, très moyenne par rapport aux pays anglo-saxons. La livraison est un vrai enjeu parce que l'attente est très forte du client et les prestataires de services sont assez mauvais. Mais nous, on est en train de faire des tests avec des acteurs comme Stewart, qui était une start-up française rachetée par le groupe La Poste. Il y a des gens qui font... Bon, il y a des acteurs comme Deliveroo, comme You2You, etc., qui spécialisent dans la livraison du dernier kilomètre. Et on peut imaginer qu'avec le temps, on va connecter des fleuristes avec des acteurs qui vont les dégager de la responsabilité de livraison et utiliser les opérateurs externes. Dernier point sur l'organisation interne. En fait, il y a 20 ans, la marque n'était jamais un acteur de la relation client. Vous n'appeliez jamais Interflora, vous n'alliez que chez le fleuriste. Et aujourd'hui, 70% de l'interaction se fait avec la marque. On a complètement changé notre organisation. On est sans doute devenu d'ailleurs, enfin, on devait être il y a 20 ans très petit et on est devenu beaucoup plus grand. Donc ça, c'est un enjeu d'évolution des canaux de communication. Les compétences e-commerce et technologiques, je dis tout à l'heure, on a internalisé un certain nombre. Ce sont des compétences qui sont difficiles à trouver. Ce sont des compétences qui sont potentiellement chères et potentiellement volatiles. Donc important de les fidéliser, de créer l'environnement pour qu'ils se sentent bien
Et vous lisez beaucoup sur la culture, enfin sur le bonheur au travail, les Chief Happiness Officers qui arrivent, bon, même s'il y en a que 150 en France, les attentes des jeunes. Bon, il faut savoir, il faut être prêt. Il faut être prêt à avoir des gens qui ne vous ressemblent pas. J'ai des N-3 qui ont la moitié de mon âge, qui viennent en tongs et qui me tutoient. Mais c'est normal. Donc ça demande un peu de gymnastique. Et dernier point, la boutique ne ferme jamais. Alors ça c'est vrai dans le monde retail, B2C plus que B2B. La boutique ne ferme jamais. Et ça a des impacts sur la surveillance technique, sur les astreintes, etc. Donc qu'est-ce que ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si mon site tombe en rade à 22h30, il faut que j'ai l'organisation pour aller remettre les machines en route, etc. Alors à 3h du matin c'est moins grave, mais en période de fête des mères c'est vraiment du 24-24. À titre, juste, peut-être ça peut vous inspirer, on a à peu près 10% de notre trafic internet qui vient de pays étrangers. Donc c'est pas neutre. Voilà, j'étais un petit peu plus long que prévu. What's next? Alors pour nous, j'en ai pas parlé au début, on n'a pas digitalisé notre activité de grossiste B2B, parce qu'on n'a fait que 1% en ligne, ce qui est très très pauvre. Et donc ça c'est notre projet 2018. Beaucoup de veille permanente technologique, commerciale, toujours savoir ce qui se fait, quelles sont les nouvelles technos qui viennent, sur des choses aussi pointues que les vitesses de chargement de page, tout ce qui aide en fait, la transaction. Et puis je parlais tout à l'heure de Voice Search, puisqu'il n'y a absolument aucun doute que à partir de maintenant, on va pouvoir dire à Google Home, Google, je vais envoyer des fleurs à ma femme, et j'ai 50 €. Voilà. On ne s'était pas concerté, mais je m'étais aussi dit, tiens, 3 questions pour vous, comme ça, alors j'ai moins sophistiqué, j'ai pas la grille. J'ai posé une première question que j'ai tout de suite barrée, qui est, peut-on acheter mes produits et services en ligne? J'ai dit, ça, c'est plus une question. Aujourd'hui, il y a encore quelques marques de luxe qui sont réfractaires, mais en gros, tout le monde y est venu. Donc ça, c'est même plus une question, parce que nos clients vont sur Internet avant d'aller en boutique, vont en boutique puis sur Internet, ou que sur Internet ou que en boutique. Mais la question ne doit pas être une question, même en B2B. Et ça, c'est évidemment l'évolution qui arrive. Donc j'ai plutôt 3 questions pertinentes. Suis-je mobile first? Donc à quoi ressemble votre site Internet sur smartphone? Ça ne veut pas dire que les transactions se font sur mobile, pour ceux qui ont des métiers transactionnels. Les taux de conversion sont moitié. C'est à peu près standard. Quel que soit votre taux sur desktop, c'est moitié. Mais la recherche d'informations se fait sur mobile. Donc typiquement, on pense qu'il y a à peu près 60%, 2 tiers des gens qui recherchent sur smartphone et qui font la transaction sur desktop. Donc est-ce que mon site est mobile first? Deuxièmement, est-ce que culturellement, l'Internet est un concurrent de mon organisation ou c'est un partenaire de mon organisation? Et je fais tout de suite le mea culpa. Dans le business de grossiste qu'on a, on a 24 magasins physiques où les fleuristes vont acheter du matériel sec, dont le plus grand Rungis. Les gens ont peur de l'Internet parce que l'Internet va venir concurrencer mon business. Mais ce n'est pas la question. Parce que si je n'ai pas de site Internet marchand, mes clients vont aller ailleurs chercher les mêmes produits. Donc il y a une révolution culturelle à faire, évidemment, de dire le client, c'est le client de la région, et qui consomme en boutique ou sur Internet, c'est le même client et c'est le client de la marque. Et moi, j'ai toujours en tête le cas de Darty, qui gère bien ces trucs-là. Et puis, dernier sujet qui est complexe, c'est les canaux de distribution et le rôle des GAFAs. Donc Google, Apple, Facebook et Amazon. Et là, il faut bien comprendre que ce qui est en train de se passer maintenant, c'est que ce sont tous les 4 en train de devenir des canaux de distribution. C'est-à-dire qu'ils sont tous concurrents sur un domaine qui est la recherche, c'est la recherche de produits. Google, c'est très clair, évidemment. Si vous voulez un grille-pain, vous mettez grille-pain et vous allez voir des grille-pains. Amazon fait la même chose. Donc dans ce cadre-là, Amazon est exactement un concurrent de Google.